Effectivement, ça va être un grand écart chronologique entre la présentation précédente. Alors en 2 mots, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Gilles Prilot, je suis archéologue depuis 28 ans à l'INRAP. J'ai essentiellement travaillé en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais, mais également dans des missions à l'étranger, Portugal, Algérie, à Pompéi et autres. Mais à partir des années 90, avec l'essor et le développement des grands travaux, j'ai été un des premiers à intégrer les vestiges de la Première Guerre mondiale comme une couche, comme les autres. Ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir poser les premiers pans des problématiques sur cette période. C'est une période, c'est un pan de l'histoire que les archéologues ont appréhendé assez récemment. On se pose encore des questions et des clivages assez forts dans la communauté scientifique. Y a-t-il un intérêt à s'intéresser à ces vestiges ou pas? Donc c'est un petit peu sous cette forme un petit peu de débat, parfois un peu provocant, que je vais essayer de vous montrer un peu ce que recouvre cette période de l'histoire. Alors, je ne vais pas vous embêter beaucoup avec de la cartographie, mais juste pour rappeler que le front de la Première Guerre mondiale, le front de l'Ouest, représente une forteresse enterrée qui s'étire sur plus de 800 km de long, sur plusieurs dizaines de kilomètres de large par endroit. Alors, il ne faut pas imaginer que le front, c'est une tranchée où se tenaient les Allemands ou les Britanniques ou les Alliés, le no man's land et les Allemands. Non, c'est un dédale, c'est une construction extrêmement imbriquée, incroyable de creusement, de réseaux de première ligne, de seconde ligne, de troisième ligne, de réseaux de communication. C'est quelque chose qui a laissé des traces absolument incroyables, alors que tout le monde pensait que les vestiges de la Première Guerre mondiale avaient été balayés lors de la remise en état après-guerre dans les années 20. Eh bien non, tout le champ de bataille est encore sous nos pieds et peut être exploré sur 800 km de long. Alors c'est une couche archéologique comme les autres, oui, mais elle a une particularité, c'est que c'est une couche qui est potentiellement dangereuse. C'est la seule couche archéologique qui est dangereuse. Alors les chiffres, ça va vous faire frémir. Bienvenue dans le Pas-de-Calais si vous avez décidé de passer les vacances chez nous, vous allez voir. On estime en gros qu'il y a plus d'1 milliard d'obus qui ont été tirés pendant la Première Guerre mondiale. Obus d'artillerie, je ne parle pas des grenades, des balles, peu importe. 1 milliard d'obus ont été tirés, dont 15 à 20%, jusqu'à 25% lors de pilonnage intensif, n'ont pas explosé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, chiffre consolidé par les démineurs, nous savons qu'il y a encore dans notre sol, en Picardie, Nord-Pas-de-Calais, en Champagne-Ardenne, en Lorraine, entre 150 et 200 millions d'obus qui n'ont pas explosé, dont 40 à 60 millions de chimiques. À l'heure où on se pose des questions sur la pollution des sols, je vous laisse. Alors les démineurs sont répartis en 27 centres sur l'ensemble du territoire. Ils interviennent, ils font 12 500 interventions par an et ils traitent entre 300 et 500 tonnes de munitions tous les ans, dont 80% sont issus de la Première Guerre mondiale. Dans le Pas-de-Calais, dans le triangle infernal qui est Arras, Lens, Vimy, les démineurs du Pas-de-Calais, qui je travaille très régulièrement, estiment, statistiques et prospectives à l'appui, qu'il leur faudra encore 8 siècles pour dépolluer le Pas-de-Calais. Donc là, vous voyez, c'est juste un cliché qui vous montre, lors de l'extension d'une zone pavillonnaire, on avait fait un petit diagnostic, on trouve un premier obus, donc forcément, on applique la procédure, on appelle la préfecture, les démineurs arrivent, et voilà la collecte au bout de quelques minutes. Alors pourquoi les archéologues sont plus exposés que les autres professions? Bien simplement parce qu'on a un mode opératoire un peu particulier. Les entreprises du BTP, qui travaillent pleine masse avec les pelleteuses, engloutissent sans même les voir, les obus. Il arrive très régulièrement des explosions lors de travaux de BTP, mais parce qu'ils ne savent même pas les reconnaître, ni même les voir. Alors qu'en archéologie, vous savez que le décapage mécanique est fait couche par couche. Et donc, comme ce cliché que vous voyez ici sur la droite, où vous avez un obus de 75 qui est planté dans le sol, qui n'a pas explosé, qui a été sur lequel le godet de la pelle est venu le griffer, effectivement, et les archéologues que vous voyez en haut à droite sont directement au nez des pelles et derrière les pelles. Donc forcément, ils sont exposés plus que les autres. Et le cliché que vous voyez en bas à droite, c'est pour vous montrer que dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie, il y a des chantiers d'envergure très très importants. Là, on est sur le tracé du canal Seine-Nord-Europe, où vous avez plusieurs échelons de pelles qui travaillent comme ça en pleine campagne et qui traversent les zones de front. Donc, c'est là où le risque est extrêmement important. Regardez la vie quotidienne dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est ça, le cliché en haut à gauche. Il y a quelques semaines, je me rends sur un chantier préhistorique à Avrincourt, et puis je pile avec ma voiture
Et je pense ce cliché, c'est un agriculteur qui a remonté 2 obus et qui les a juste, il les a peints dans l'espoir que quand les démineurs passent dans le secteur, eh bien ils verront ces obus. Alors celui le rouge, c'est un chimique, hein, c'est assez dangereux. Et voilà, ça c'est vraiment très très récurrent dans notre région. On vit vraiment avec la munition hein, dans certaines régions du Pas-de-Calais et de la Somme. En haut à droite, c'est juste un aparté, mais c'est ces billes de plomb qu'on trouve par milliards dans certains secteurs. Ce sont les fameux shrapnels. Hein. Vous savez que très rapidement, dans le conflit, on va s'apercevoir qu'il va être plus rentable de produire du blessé en grand nombre que du mort, hein, puisque quand quand il y a beaucoup de morts, la logistique est assez simple. On creuse un trou, on enterre, terminé, alors que du blessé, forcément, une logistique importante, transfusion, médecins, infirmières, prothèses et toutes ces choses-là. Donc on va développer, améliorer les billes de shrapnel, les obus au shrapnel, donc qui étaient des obus qui explosaient à 2 ou 3 mètres au-dessus de la tête des soldats et faisaient jaillir ces billes de plomb qui font à peu près 2 centimètres de diamètre et ont provoqué ces blessures graves qui ont donné naissance à toutes ces gueules cassées qu'on connaît tous. Alors parfois, là c'est sur une fouille archéologique, encore sur le canal, et bien quand on trouve des munitions en grand nombre, et bien les démineurs qui viennent sur place. Alors les démineurs, ce sont pas des policiers, hein, ce sont pas des militaires, ce sont des policiers, ministère de l'Intérieur, volontaires, et qui interviennent, donc ils prennent la main sur l'opération. Donc vous voyez, on avait trouvé ces obus qu'on n'a pas manipulés. Hein. Là, ce sont les démineurs qui les ont rangés en ordre de dangerosité par typologie. Puis ils creusent un grand trou avec une pelle mécanique, installent le tas d'obus avec un pain de plastique, recouvrent et en bas à droite font exploser sur place, là encore, quid de la pollution des sols à partir de ce moment-là, puisque je vous rappelle que vous voyez ces tranchées de diagnostic qui ont été faites, elles sont rebouchées quelques jours plus tard, et l'agriculteur va moissonner quelques semaines plus tard, et puis comme si de rien n'était. Hein. Là, juste pour vous donner le frisson, ça c'est un ancien dépôt d'obus qui était à côté de Vimy, dans un lieu-dit qui s'appelle la Gueule d'Ours, qui était connu de tous les collectionneurs du Pas-de-Calais. C'est-à-dire que les démineurs alimentés d'un côté venaient stocker les munitions qu'ils récupéraient sur les chantiers, et de l'autre côté, vous aviez tous les clandestins du secteur qui, avec des pinces coupantes, repartaient avec des obus sous le bras. Donc à un moment donné, ils se sont dit que, comme c'était un site qui était absolument ni surveillé, il n'y avait pas de caméra, pas de système d'alarme, ils se sont dit qu'on va peut-être faire quelque chose, mais ça c'était la moisson de 3 ans dans le secteur de Lens-Vimy. Hein. Alors pour nous, le risque maximum, c'est ça. C'est la rencontre avec la munition chimique. Il est arrivé à 4 reprises dans des chantiers d'archéologie préventive des accidents, des rencontres avec des munitions chimiques, des obus au phosphore hein, en particulier, et des gaz lacrymogènes d'entraînement. Alors là, vous voyez, ce cas de figure, c'est le chauffeur de pelle en fait qui prend ce cliché juste avant de remettre de la terre sur cette flamme. Alors c'est du phosphore. Alors le phosphore, en fait, c'est un chimique qui prend feu au contact de l'air. Alors la collègue qui avait fait sa tranchée à la pelle mécanique se retourne, montre le dos à la pelle et cherche des outils dans sa caisse à outils. Et quand elle fait face à la pelle, eh bien la tranchée est en flamme. C'est-à-dire que le phosphore, en fait, c'est une petite fumée qui sort du sol et puis va prendre de plus en plus d'épaisseur et d'un seul coup, ça prend feu. Et c'est la combustion c'est la fumée issue de cette combustion qui est particulièrement nocive. Mais ces procédés sont extrêmement préoccupants et extrêmement psychologiquement impactants pour les gens qui ont connu ces mésaventures, puisque quand il est arrivé ces 4 accidents, à 3 reprises, le plan rouge, puis le plan blanc a été déclenché. C'est-à-dire que le plan blanc, c'est l'équivalent de ce qui se passe quand il y a eu les attentats à Paris. Hein, une cellule d'urgence est complètement mobilisée pour l'occasion. Les archéologues qui étaient sur place donc ont été isolés dans des caissons de décontamination, d'isolement, pendant plusieurs longues minutes. Et puis vous avez ces hommes qui arrivent et qui ouvrent la porte de ces sas. L'archéologue est assis dans le noir, il ne sait pas bien ce qui lui arrive, et on lui passe un instrument de mesure sur le corps, notamment au niveau des cheveux, et ça bip, on dit c'est bon, et on referme la porte. Quelques minutes plus tard, un hôpital de campagne est dressé, sur site même, et puis eh bien, on vous demande, il y a une 50aine de personnes autour de vous, habillées comme ça, et qui vous demandent de mettre les mains en l'air, et puis on vous découpe les habits complètement, vous vous retrouvez nu comme un verre. C'est pas parce que ce sont des gens pervers, hein, c'est parce que le grand risque, en fait, c'est pas seulement l'inhalation, c'est la projection cutanée, notamment avec l'hypérite. En fait, l'hypérite, vous pouvez avoir juste 2-3 petites gouttes qui vont faire de petites brûlures, et au bout de 48 heures à 72 heures, eh bien, en fait, vous aurez des cloques monumentales et puis des gangrènes qui se déclenchent très rapidement. Sachez que
Les 4 archéologues qui ont vécu cette mésaventure qui est issue de ce cliché, il y avait 2 jeunes filles qui ont abandonné leur carrière d'archéologue après cet accident. C'est traumatisant naturellement. Mais ça veut dire qu'il faut prendre toutes les précautions nécessaires. Alors, c'est la banalisation chez nous, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire une brocante, un vide-grenier dans le Nord-Pas-de-Calais en Picardie sans trouver des obus, des grenades sous le manteau, dans les coffres de voiture. Ceci n'est pas mon fils. Comment peut-on montrer son enfant, être fier dans un blog et de montrer la fierté d'avoir restauré un obus que l'on a trouvé avec une poêle à frire sur un champ de bataille avec son fils? C'est cette banalisation qui est juste effrayante. Alors, à l'INRAP, nous ne sommes quand même pas inconscients et on a quand même tout un arsenal de dispositifs qui nous permettent de travailler avec le plus de sérénité possible. D'abord, en premier lieu, tous les archéologues de l'INRAP suivent des formations, des journées de sensibilisation animées par des mineurs pour bien comprendre la typologie des munitions, parce que bon, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour comprendre qu'une forme d'ogive ou de suppositoire, forcément, c'est quelque chose qui peut s'apparenter à un obus, mais il y a des choses beaucoup plus curieuses, atypiques pendant la Première Guerre mondiale, plutôt des obus, des munitions qui ressemblent à des pots d'échappement ou des grandes boules qu'on appelle les toffee apples, des choses comme ça. Donc il faut avoir au moins un minimum de connaissances. Donc ça, c'est le préalable. Tous les archéologues qui travaillent dans les zones concernées ne peuvent pas aller sur le terrain s'ils n'ont pas suivi ces formations. Ensuite, il y a tout un travail cartographique très important. C'est-à-dire que, avant de mettre le pied sur le terrain, ici vous avez en bleu cette artère qui représente l'emprise du futur canal Seine-Nord-Europe, ici et là. Alors, soit on utilise des photographies aériennes d'époque que l'on redresse, qui nous permettent de savoir qu'à cet endroit, par exemple, il y a un dépôt de munitions qui était bien connu, et à partir de là, nous, on ne met pas les pieds, on ne met pas un archéologue dans cette zone, ou au contraire, on superpose des cartes d'état-major, ce qu'on appelle des canevas de tir. Là, vous avez les tranchées qui ont été relevées par les topographes et les géomètres de l'époque, naturellement. Donc là, on sait que dans un secteur comme ça, on risque d'avoir une exposition plus forte. Donc, les archéologues seront plus prudents à l'approche de ces zones. Enfin, le troisième dispositif, c'est ce qu'on appelle le relevage de munitions. Alors là, vous allez voir, c'est assez curieux, mais c'est étonnant. Parce que si on appliquait cette méthode à l'ensemble du champ de bataille, je crois qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus aucun agriculteur qui travaillerait la terre de nos régions. Alors, je reviens toujours sur mon canal Seine-Nord, une vue idéalisée de ce futur canal qui représentera trois fois la largeur de l'autoroute. Et puis là, on a un bassin de retenue d'eau qui fait 80 hectares et qui retiendra à peu près 10 millions de mètres cubes d'eau pour pondérer les niveaux d'eau. Bon, on a fait les tranchées de diagnostic. Et tous les points rouges que vous voyez sont des vestiges de la Première Guerre mondiale, des trous d'obus, des réseaux de tranchées, des choses comme ça. Mais dans l'angle de l'emprise avaient été révélés les vestiges d'une villa gallo-romaine complet. Donc le service de l'État avait dit « OK pour la fouille, à condition que l'on fasse ce qu'on appelle un relevage de munitions », c'est-à-dire qu'une société privée arrive avec un 4x4 et puis une sorte de gros détecteur à métaux à l'arrière du 4x4 et va couvrir toute la zone pour voir quelles sont les cibles métalliques qui sont contenues dans le sol. Mais il fallait mettre un niveau, un filtre, parce qu'entre la tête d'un clou et puis un morceau de char, il fallait qu'on trouve un juste milieu. Donc la base minimum est l'équivalent d'une bouteille d'1,5 litre qui correspond à peu près à la masse, à la dimension d'un obus de 75. C'était le minima sur lequel on s'est arrêté. Alors regardez ce que représente une partie du champ de bataille à la lumière de la résonance métallique, de cibles métalliques, c'est-à-dire que plus de 3000 cibles étaient contenues dans le sol. Imaginez si on faisait ça, là c'est juste 80 hectares, si on faisait ça sur les 800 km du front, eh bien on aurait des choses qui s'apparenteraient à ça. Alors, le relevage de munitions, voilà, ça se passe comme ça, les démineurs arrivent avec leurs 4x4 blindés et sont accompagnés d'un archéologue, puisqu'ils étaient en train d'enlever des obus au cœur d'une villa romaine. Donc il ne fallait pas non plus que les démineurs détruisent à leur tour des vestiges antiques. Alors l'archéologue n'intervenait uniquement dans l'exploration superficielle, pour juste voir qu'il n'y ait pas une sépulture, un four ou quelque chose comme ça. Après, il quittait la zone et les démineurs relèvent les munitions, comme ceci. Voilà ces munitions qui sont sorties du sol après leur travail, après une demi-journée de travail. Alors il faut être prudent, mais malgré tout, des situations complètement cocasses, comme ça.
nos collègues tout à l'heure nous parlaient de squelettes et d'inhumation du Moyen-Âge, du Haut-Moyen-Âge. Eh bien, on est dans ce cas-là. On est à Estrée-Deniécourt, dans la Somme, dans le cadre d'une fouille mérovingienne, de sépulture mérovingienne. Alors, à l'époque des mérovingiennes, germaniques, ces populations germaniques qui viennent ici sont souvent enterrées avec leurs armes. Souvent, on va retrouver une épée le long de la jambe, ou une hache, ou un morceau de bouclier posé sur le torse. Alors, la collègue, c'était une fouilleuse qui était en train de travailler, avait trouvé un petit peu de métal le long de la jambe. Hop, eureka, nous avons peut-être un morceau d'arme mérovingien. Et donc, je me souviens qu'elle était à quatre pattes, en train de... Mais elle était tellement le nez dans le guidon, comme on dit, c'est qu'elle ne s'est pas aperçue qu'elle était en train de dégager un obus, en fait, qui avait simplement passé sous la tombe, et il était venu passer sous le squelette, comme ça, une stratigraphie inversée. Et bon, voilà, vous voyez, c'était, pour le coup, elle a eu également un choc. Alors, ce qui nous amène à nous intéresser aux vestiges de la Première Guerre mondiale, c'est d'abord une rencontre qui était inattendue, qui n'était pas souhaitée, et qu'on a, pour quelques-uns, intégrée dans nos travaux. Là, c'est juste une photographie aérienne qui vous montre un petit peu un cas de figure très fréquent. Un cercle de l'âge du bronze, hein, vous voyez un petit peu ce que c'est, ces tombes qui étaient surélevées d'un tumulus à l'époque de l'âge du bronze. Et puis vous avez ici le tracé crânier caractéristique des tranchées de la Première Guerre mondiale, qui est venu recouper la partie centrale du tumulus. Ça montre juste, ça témoigne juste que l'histoire fait que les archéologues qui venaient travailler pour fouiller ce monument de l'âge du bronze rencontraient à leurs dépens des vestiges de la Première Guerre mondiale. Parce qu'on ne peut pas faire un trou quelque part en Picardie ou dans le Nord-Pas-de-Calais sans trouver des vestiges de la Première Guerre mondiale. Donc on a appris à les amadouer, en tout cas on a appris à les intégrer. Bon. La tranchée, qui est vraiment la structure la plus emblématique de la Première Guerre mondiale, cette guerre de position. On va d'abord, donc on va se protéger dans ces tranchées, on va y vivre, on va s'amuser, on va y mourir, on va avoir peur, on va avoir froid. C'est des conditions incroyables pendant les hivers. L'hiver 15 dans le Pas-de-Calais, c'est quelque chose de fou. Nous, on a une terre très argileuse, donc l'eau montait très très fort et les soldats étaient obligés de sortir des tranchées, sinon ils mouraient noyés dans les tranchées. Mais ce n'est pas seulement ça qui est intéressant. Là, il faut avoir le regard de l'archéologue. Regardez le creusement que ça représente. C'est quelque chose qui est très très important. C'est presque 3 mètres à l'ouverture, sur 2,50 mètres de profondeur, voire plus par endroit. Donc tout ça, après la guerre, a été rebouché, et tout est encore intact, comme ça a été abandonné et laissé dans les années 20 après la guerre. Regardez ce que c'est que des premières lignes. C'est pas juste une tranchée allemande, une tranchée française. Là, c'est un petit village aux portes d'Arras. Toutes les réseaux blancs que vous voyez, ces traînées blanches que vous voyez, ça, c'est la première ligne. C'est une première ligne, c'est tout ça. Imaginez le nombre de milliers de kilomètres de tranchées qui ont été faits entre les différents boyaux, les raccordements. Dans ce secteur-là, un peu plus au nord, il y a un secteur qu'on appelle le labyrinthe, qui s'étend sur plusieurs dizaines d'hectares. Les soldats s'y perdaient. Parfois, un Allemand rencontrait un Français au détour d'une tranchée. Parce que c'était tellement un entrelac de tranchées. Mais c'était juste pour vous montrer. Bon, je passe, c'est une carte d'état-major, là encore. Vous voyez, un petit village. Et voilà ce que les géomètres ont relevé à un moment donné. Ils n'ont relevé que les réseaux de tranchées. Vous voyez, c'est vraiment des pans de terroir complets qui sont touchés par ces cicatrices. Alors, bien sûr, il y a une typologie de ces tranchées. En début de guerre, d'abord on est dans une guerre de mouvement, et quand on commence, les deux armées sont face à face, ben on s'économise, on fait des petites tranchées, des petits trous d'hommes, à peine 50 cm de profondeur, 50 cm de largeur, on rabat un peu de terre sur le côté, et c'est juste pour pouvoir s'y faufiler à quatre pattes. Et puis, on s'installe, on prend ses aises, et là encore, remarquez le creusement, c'est quelque chose de très important, et plus on va s'y installer, plus on va commencer à exploiter la tranchée. On va y faire le gourbi, comme appellent les Français, c'est-à-dire on va y faire des petites loges pour essayer d'avoir au moins dormir au sec, puisque les tranchées, dès qu'il pleut, le fond est complètement humide et draine beaucoup de saleté. Et puis côté allemand, c'est toujours quelque chose de très sophistiqué, mais là encore,
cette grande tranchée a été remblayée complètement après-guerre. Regardez si on devait fouiller ces choses-là. Hein, comment interpréter, vous voyez, ce creusement, ces trous d'hommes qui sont ici, ces tas de pierres qui viennent ici caler les excavations. Il y aurait un travail vraiment incroyable à entreprendre sur cette thématique-là. Parfois même, on a appris, parce que là on ne le savait absolument pas, il a fallu heureusement avoir un petit peu de documentation, que certaines tranchées sont complètement maçonnées, vraiment avec des murs qui ont été construits. Hein. C'est à l'occasion d'un diagnostic qu'on a fait dans le secteur d'Arras encore, où je dois avouer que notre première interprétation était partie plutôt sur une ancienne briqueterie, parce que ici on était sur quelque chose d'extrêmement rubéfié, beaucoup de terre cuite, beaucoup de charbon. En fait c'était juste un foyer, enfin, c'était là où on faisait la cuisine, et puis on a retrouvé une carte postale qui a été prise à quelques centaines de mètres d'ici, et bien non, les tranchées allemandes de première ligne étaient parfois construites véritablement comme une forteresse. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé du nombre de munitions qu'il y a encore dans le sol. À ce chiffre, je vais en donner un autre, qui pour moi est vraiment toujours incroyable. J'ai toujours du mal même à y croire, mais c'est la vérité. Je ne vais pas parler des millions de morts qu'il y a eu. Mais sachez qu'à la seconde où je vous parle, il y a encore 700 000 soldats, 700 000 soldats qui sont restés sur le champ de bataille, qu'on n'a jamais pu retrouver. Comment peut-on égarer, comment peut-on perdre 700 000 hommes? Alors c'est ce que je vais vous montrer, les différentes typologies, les différents process qui vont faire que, ce qui explique que l'on va pouvoir perdre, que ces 700 000 hommes ont disparu sur le champ de bataille. Mais ils sont encore là, hein, pour la plupart. Cliché d'époque. En général, un soldat disait, quand tu es pris dans le barbelé, si tu ne sors pas au bout de 3 minutes, tu es mort. Donc là, on a ce cas de figure. Un soldat enchevêtré dans du barbelé, soldat britannique, au bout de quelques jours de décomposition. Les soldats britanniques ont des médailles réglementaires en carton bouilli. Quelques jours de pluie, il perd son identité. Alors très rapidement, vous savez comment ça se passe, c'est-à-dire que à l'air comme ça, d'abord les hordes d'insectes nécrophages vont passer, les corbeaux, les rats, les mouches, le nez tombe, les oreilles, mâchoire inférieure qui tombe, le volume septique qui va commencer à pourrir, explose, parfois les côtes sont complètement éclatées, et en quelques jours, on va avoir un individu qui aura perdu à la fois son identité, on pourra juste donner la nationalité parfois, et puis voilà. Donc rapporter ce phénomène au champ de bataille après des offensives importantes, où le champ de bataille est couvert de centaines, de milliers d'hommes parfois. Je vous rappelle que la bataille de la Somme, c'est en une journée, enfin en 2 jours, vous avez presque 25 000 hommes hors d'état de nuire, en 2 jours. Donc ces hommes vont être perdus sur le champ de bataille et qu'on ne saura pas récupérer. Puisque dès que vous levez la tête de la tranchée, vous avez les snipers qui vous alignent, vous ne savez pas les retrouver, rechercher votre père, votre frère, votre cousin. C'est ces hommes qui vont être perdus comme ça. Non seulement s'ajoute à tout ça, bien entendu, des pilonnages d'artillerie qui sont incessants, et donc des corps qui sont même laissés sur le champ de bataille, reçoivent eux-mêmes de la terre des obus qui vont les faire disparaître. Alors voilà une typologie des différentes rencontres que l'on a faites à travers des interventions d'archéologie. Cas de figure très régulier, c'est le soldat qui est en train de courir sur le champ de bataille, qui est soufflé par l'explosion, la gerbe de terre va retomber sur lui très violemment, va le plaquer au sol, souffle de l'explosion, la terre le plaque au sol, et il meurt instantanément. Ici vous avez l'impact de l'obus, et puis vous avez un soldat allemand qui est ventre contre terre. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il a été colmaté par de la terre brusquement? C'est parce que toutes les connexions strictes, c'est-à-dire au niveau des doigts, bon, bien sûr là les orteils sont pris dans les bottes, donc il n'y a pas de, c'est un autre phénomène, mais on est sur des connexions strictes, très rigoureuses, que l'anthropologue nous a signalées et qui nous fait dire que cet homme a été recouvert très rapidement, pour ne pas dire instantanément. Parmi ces 700 000 hommes, voilà ce qu'il en reste. C'est parfois juste une jambe qui est encore chaussée dans un croque-pneu de cuir. On ne saura pas dire grand-chose autre que s'il s'agissait d'un soldat allemand. Ici, un cas assez intéressant. Vous avez, alors, analysons ensemble, les restes d'un corps humain dont il manque la tête,
une partie de la cage thoracique, les jambes. On a l'impact d'obus ici. On retrouve la cage thoracique qui est ici. Et puis le crâne qui est là. En fait, il a été coupé par l'arrière lors de l'explosion de l'obus qui l'a pris. Alors là, c'est assez intéressant au niveau de l'anthropologie. Alors, avec des guillemets, hein, c'est des travaux qui sont en cours. On pense que cela pourrait être le résultat du blast de l'explosion. Alors il faut savoir que si un obus de gros calibre tombait à vos pieds, je ne le souhaite pas, voilà, mais eh bien la température monterait instantanément, en une demi-seconde seulement, c'est très très court mais très intense, entre 2000 et 3000 degrés. Donc il y a ce souffle d'explosion qui désintègre véritablement les corps. Alors on a beaucoup de témoignages hein, de soldats qui montent au front et qui voient comme des confettis ou des feuilles d'automne tomber, des morceaux, des lambeaux de chair, des morceaux d'uniforme. C'est ces corps qui sont désintégrés et dont les morceaux tombent ça et là. Comme ça. Alors ces os que vous retrouvez ici, jaunâtres, ont une particularité, hein, c'est-à-dire qu'ils sont micro-fragmentés, comme si on avait pris un petit marteau et on avait essayé de les casser, des micro-fractures extrêmement très importantes, très denses, et également une exposition enfin il y a des coups de chaud, on dirait, anthropologue. Bon, voilà. Donc on travaille sur ces aspects-là qui sont peut-être donc les restes d'un corps humain après une explosion d'un obus de gros calibre. Alors là encore, hein, quelques cas de figure, je ne vais pas tous les décrire, mais c'est pour vous montrer un petit peu là, tout ce quotidien. Hein. On fait comme on peut. Hein, au moment du conflit, on ne sait plus gérer cette mort de masse. Donc un trou d'obus va suffire à pouvoir jeter 2 ou 3 corps pour pouvoir, d'abord pour des questions d'hygiène, d'odeur forcément, rappelez-vous que, vous savez que ces hommes étaient très croyants et d'être amenés à aller jeter ses camarades au sommet d'un trou d'obus comme ça et de reboucher comme ça, on voit bien que les corps ont été placés, vous voyez, sans aucune, comme on peut, quoi, ça devait être extrêmement douloureux hein, psychologiquement. Voilà, un cas de figure très fréquent, hein, les soldats qui montent à l'assaut dans la boue, hein, c'est souvent, la Somme est très boueuse et bien c'est des soldats qui sont fauchés complètement. Ici on a des fractures extrêmement nettes au niveau de tibia péroné et donc voilà, le corps est parti, les pieds sont restés juste figés dans la boue. Alors ici c'est un cas intéressant, hein, c'est ce qui est probablement le résultat du nettoyage de champ de bataille. On est juste à quelques mètres à l'arrière d'une tranchée de première ligne et on sait que parfois, hein, après les assauts, au bout de quelques jours, eh bien, vous avez des centaines de corps qui sont en putréfaction. Bon, d'abord pour des questions d'hygiène, d'odeur, et puis surtout pour l'équilibre psychologique, parce qu'on projette forcément sa propre mort en voyant ce spectacle. On sait que les officiers, régulièrement, eh bien, on sortait le drapeau blanc, on disait, bon, demain, on fait une petite pause, chacun récupère ses corps, et puis voilà, on reprend le combat. Et là, c'est peut-être le résultat des restes de corps qu'on ne sait pas ni identifier, on ne sait pas bien en faire, on ne sait pas quoi en faire. Ici, en fait, vous avez pêle-mêle, mélangé, des ossements humains, des ossements de chevaux, et on pense que c'est juste du nettoyage de champs de bataille, ça n'a pas la prétention d'être une sépulture, c'est juste voilà, des fosses qui étaient destinées à nettoyer pour des questions d'hygiène, et bien les fragments qui étaient en putréfaction sur le champ de bataille. Alors, là je vous ai parlé de corps qui sont ça et là dans des excavations, des trous d'obus, des sommets de tranchées. Et puis là, on a aussi la deuxième cas de figure, ce sont les premières sépultures d'urgence. Alors, côté allemand. Alors, les Allemands avancent vite. En 14, là, on est sur des Allemands avec les casques à pointe, donc on est en 14, on est en hiver 14. Ils avancent très très vite, laissent beaucoup de morts derrière eux, et ils vont donc enterrer leurs camarades dans les petites tranchées que je vous ai montrées tout à l'heure, les premières, vous voyez, les tranchées qui sont assez peu profondes. On les a placées quand même avec soin, on a rebouché, et puis on avance, on continue à faire l'offensive, dans l'espoir de revenir offrir une sépulture digne à ses camarades. L'histoire en décidera autrement. On a aussi des sépultures non réglementaires. Là, on est d'accord, on a bien creusé un trou à la dimension humaine, on y a déposé 2 hommes, et là encore ici, dans un secteur complètement isolé, on a creusé un trou pour y déposer un homme. Ce sont des soldats britanniques, alors c'est qui est quelque chose d'un petit peu dérangeant parce que les Britanniques sont très, très procéduriers. Hein. Il y a tout écrit dans le manuel, donc d'enterrer un soldat, un camarade de son propre chef en dehors d'un cimetière ou d'un cimetière militaire, c'était quelque chose qui était complètement interdit.
Donc ce sont ici des gestes qui n'étaient pas autorisés dans le manuel militaire en tout cas. Ça, quand même des sépultures non réglementaires. Il y a aussi ces sépultures comme on fait ce qu'on peut. Hein. Là, donc, ce sont des soldats allemands qui ont déposé leurs propres camarades dans un énorme cratère d'obus sur 2 couches. Donc ils ont essayé, comme ils ont pu, hein, de les poser, de les déposer le mieux possible, avec le plus de respect possible, j'imagine. Mais là encore, moi, je suis toujours je m'imagine toujours ces hommes qui étaient, je vous dis, très croyants. Ça devait être très difficile de faire ces choses-là en projetant sa propre mort à travers ces gestes-là. Et puis il ne faut pas oublier que bien, quelquefois, bien, c'était ses propres camarades, de la famille, qu'on est obligé de placer comme ça dans l'urgence et sous le feu de l'ennemi dans de telles conditions. Après, il y a des choses étonnantes, comme cet ensemble, que je vous invite à découvrir avec moi. Donc, analysons. Une grande fosse d'une vingtaine de mètres de long, où on a déposé des hommes avec la tête orientée selon le même axe. Il doit y avoir quelque chose qui devrait vous interpeller dans la position des corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous... est-ce que dans la position des corps, il y a quelque chose qui vous parle? Comment? Les bras, bien entendu. Regardez, on a disposé les corps au coude à coude, arms in arms, au coude à coude. Et même ici, lorsqu'il y a une sorte de vide, c'est pas parce que les corps ont disparu. On a bien ici un bras, une jambe, on a un pied, on a un morceau de crâne ici, un deuxième individu avec un morceau de crâne et uniquement une jambe. Et si on regardait bien, on a une sorte d'effet de paroi ici. Donc on a bien vu qu'on a essayé en fait probablement en mettant un uniforme, de redonner un aspect humain à ces hommes qui étaient extrêmement, pour le coup, extrêmement dégradés. Il ne devait plus en rester grand-chose, hein, au niveau osseux, il ne restait plus grand-chose, pour qu'ils puissent avoir le positionnement au coude à coude avec leurs camarades. Et ici, il y a une rupture extrêmement nette, mais ce soldat n'appartient pas à l'unité de cette unité. Donc là, c'est intéressant parce que ces soldats portaient leur badge d'épaule. Donc on sait qu'ils étaient affectés au Lincolnshire Regiment, bataille d'avril 17 à Arras. Les hommes de cette unité vont perdre 42 hommes. 20 sont enterrés aujourd'hui au cimetière d'Arras. Il en manquait 22, et nous on en retrouve 19. Alors vous allez voir, parce que c'est à ce moment-là où, je dis souvent, voilà, c'est juste un détail pour bien montrer le détail des bras, mais je vois qu'il y a des spécialistes dans la salle, donc je n'ai pas besoin de le décrire plus que ça. Donc, je vous dis, on a retrouvé 19 de ces 21 disparus. Et là, c'est quelque chose, j'ai l'impression je ne sais pas le dire autrement que comme ça, l'impression de passer à travers le miroir, c'est que quand on arrive à donner soit une identité, quand on arrive à retrouver des photos de ces soldats, quand je fouille un gallo-romain, un mérovingien, malgré tout l'enthousiasme de mon collègue tout à l'heure, moi, j'ai pas de relation avec ces morceaux d'os. J'ai juste une contrainte technique de bien faire mon travail, de bien faire les prélèvements, comme lui d'ailleurs. Hein. Mais quand vous arrivez à toucher du vivant, c'est quelque chose c'est une autre dimension. Donc, j'ai un cliché juste après qui vous montre les Lincolnshire Regiment quelques heures avant de prendre l'assaut. Donc, les hommes que vous voyez sur cette photo, sont sur cette photo. Je ne sais pas qui est qui, mais c'est ce groupe d'hommes-là, exactement. Alors c'est intéressant. Alors pourquoi cette position un peu spécifique? Parce que les Lincolnshire Regiment, donc, ce petit corps, cette unité, a été recruté à Grimsby, petit port nord-est d'Angleterre, et leur surnom, c'était les Grimsby Chums, les potes de Grimsby. Donc il est probable qu'à travers ce geste en mettant en scène cette sorte de chaîne de solidarité ou de fraternité, ils aient voulu rappeler le surnom qui les unissait. Alors quand je vous dis que parfois on passe à travers le miroir, ça va beaucoup plus loin quand on arrive à y mettre non seulement pas une photo, mais un nom. Hein. Donc là on est Saint-Laurent-Blangy, dans le Pas-de-Calais, un soldat qui était enroulé dans une bâche de tente, on retrouve les œillets, quelques morceaux de cuir, hein, c'est ce qu'on voit ici sur ce cliché d'époque. On oublie très vite les cercueils, hein, on va être le plus efficace possible pour traiter ces morts. Et sur le sternum, on va retrouver une petite plaque en aluminium, même si elle est un peu dégradée, mais qui nous a permis d'identifier le corps
avec certitude. Macmillan, Archibald Macmillan du 3e Royal Scot, donc il était identifié. Après des recherches avec la War Grave Commission, eh bien, on a retrouvé son fils, et qui est venu sur site, parce que la règle hein, en France est la suivante, pour tous les ressortissants de la War Grave Commission, eh bien, les soldats, déjà pendant la guerre, sont enterrés au plus près de là où ils sont morts. C'est pour ça que vous avez une très grande quantité de cimetières britanniques, anglo-saxons au sens large, un peu partout sur le champ de bataille, alors que les Français et les Allemands sont regroupés dans de grandes nécropoles nationales. Donc là, on est à quelques dizaines de mètres de l'endroit où on a retrouvé Archibald Macmillan, et ce jour-là, on avait trouvé 3 Écossais. Donc, c'était très émouvant parce que pour la cérémonie, ce sont 200 militaires qui viennent d'Écosse pour la cérémonie. C'est vraiment très très fort. Enfin, côté français, vous savez, on est bien loin de... On a les coups de violon de la commémoration, mais je peux vous dire que chez les étrangers, il y a une importance très très forte et un respect très fort de leurs soldats morts au combat. Donc voici le fils d'Archibald Macmillan, ce vieux monsieur qui n'avait jamais connu son père, puisque quand son père est mort, il n'avait que 2 ans, donc 2 ans, on n'a pas le souvenir du père. Pas de photo. Les seuls souvenirs qu'il avait, c'était les 2 dernières lettres que le père avait adressées à sa mère. Et nous, sur le corps, en fait, on retrouve ici, glissé dans la poche, eh bien, une petite boîte en métal qui contenait un stylo plume et l'encrier. C'était extrêmement émouvant d'avoir pu remettre au fils les effets de son père. Alors, parfois, on a des découvertes qui sont un petit peu dérangeantes. Et là, je vais vous faire un peu travailler aussi. Analysons cette découverte ensemble. On est dans le secteur de Vigny. Une fosse a été creusée pour poser les restes d'un soldat, avec une position, les bras sont comme ça. En fait, il a été tiré par l'arrière pendant un certain moment, et donc la raideur cadavérique a fait qu'on n'était plus en capacité de déplier les bras. Bon. Et il a sur lui tous ses effets personnels. Donc dans sa poche, un petit porte-monnaie avec, vous voyez, une douzaine de pièces, une dizaine de pièces. Un numismate spécialisé de la période nous dit, ce porte-monnaie a été fermé en 1917. Ok, super. On retrouve quelques allumettes, la pipe, ampoule de rechange, on a un petit stylo. Passons là-dessus, on y reviendra. Une médaille non réglementaire. Alors ça c'est très intéressant parce que la peur de mourir dans l'oubli était très forte. Parfois les Allemands, quand ils montent à l'assaut, ils enlèvent leur médaille militaire, la remettent à leur officier, et en fait après l'assaut, ils reviennent et chacun vient récupérer sa médaille. Ce qui fait que l'officier, par déduction, il sait combien il a perdu de bonheur. Donc la peur de mourir dans l'oubli est très très forte. Donc les soldats fabriquent bien souvent des médailles non réglementaires, on grave son nom, son adresse, on glisse dans la poche. C'était extrêmement punissable de faire ça. Les Français avaient une autre technique, à la française. C'est-à-dire que souvent, les Français disaient, écoute, si je meurs, tu bois une bouteille de pinard à ma santé, tu mets mon nom dans un papier, dans la bouteille vide, bouchon, et tu l'enterres à mes pieds, comme ça, si un jour on découvre mon cadavre, eh bien on saura qui j'étais. Alors donc, on n'a pas pu malheureusement identifier ce corps parce qu'il n'avait pas gravé suffisamment et l'oxydation n'a pas permis de le déchiffrer. Un chapelet, un petit crucifix, il était abonné à une revue religieuse de la région des cloches de Teltow qui est dans un quartier de Berlin, et autour de son cou, une chaîne en argent et cette médaille qui s'apparente à être une croix gravée, hein, et on est en 1917. Donc il y a un petit souci chronologique, vous êtes d'accord avec moi. Alors après vous allez me dire, on l'a vu tout à l'heure collègue, ah oui, alors on creuse toujours au même endroit, tout ça, c'est le propre de l'archéologie. Donc qu'est-ce qui nous empêche de penser que, comme l'obus tout à l'heure qui est passé en dessous, eh bien que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a un nazi, qui a fait un trou à cet emplacement et puis qui aurait enterré cette chaîne et puis cette croix gammée, on va voir. Non, impossible. La chaîne est autour du cou. C'est pas possible. Alors là, ça nous a interpellés. Alors on a fait nettoyer la médaille, et vous allez voir, on l'a fait nettoyer, et regardez il y a une inscription autour. Qu'est-ce que vous lisez? Je bois un coup pendant ce temps-là. Carlsberg, comme la bière. Et à partir de là, le fil se dénoue très facilement. Avant l'arrivée du parti nazi, la brasserie de Copenhague utilisait la svastika, l'emblème hindou solaire, le porte-bonheur, qui était même sur les sous-bocs et qui est abandonné ensuite pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que si vous allez encore à Copenhague aujourd'hui, vous avez 2 éléphants qui trônent devant la brasserie, et sur la sellerie des éléphants, eh bien, vous avez ces svastikas et non pas
ces croix gammées. C'était juste pour dire qu'il faut toujours faire attention de ne pas interpréter trop vite. Hein. Autre cas de figure, autre enquête, je vais vous faire encore travailler. On est dans la Somme, donc j'étais en train de fouiller une ferme gauloise, ce sont les structures qui apparaissent en gris. Site magnifique, peu importe. En rouge, les vestiges de la Première Guerre mondiale. Une tranchée que j'arrive à repositionner sur une carte d'état-major, je connais son nom, elle s'appelle la tranchée du Carpoult. Et le long de cette tranchée, on a découvert une dizaine de soldats, 9 Français et 2 Allemands, le long de cette tranchée, là où il y a eu un combat au corps à corps. On le sait par le texte. Donc voici un exemple. Hein. Ici un soldat français qui est allongé de son long avec tous ses effets personnels. Il n'a même pas tiré un coup de feu. Les balles et tout son chargement étaient encore intacts sur lui. Alors, sur les 9 Français, oui, 9 Français, 3 avaient des porte-monnaies. Et on a retrouvé. Porte-monnaie, c'est un espace clos, par définition. Donc, on a ouvert ces porte-monnaies. On trouve quelques piécettes, quelques Napoléon III usés. Et dans chacun des porte-monnaies, on trouve ça. Un silex. Un silex taillé. Oui, c'est tout petit, hein. Regardez l'échelle, hein, c'est minuscule, c'est à peine 2 cm de côté. Est-ce que vous avez une idée? Essayez de vous mettre à ma place de temps en temps. Hein. Comment est-ce que vous avez une idée de ce que peut faire ici un des petits silex taillés dans chacun de ces porte-monnaies, dans les 3 porte-monnaies? Qu'est-ce que ça peut être déjà comme dans le porte-monnaie? Oui, mais il y a eu 3. Non, vous voyez, au niveau de la statistique, dans les 3 porte-monnaies, on a retrouvé à chaque fois un silex taillé. Ah oui, il est utilitaire à la base. Oui, voilà, on s'approche. Ce sont des pierres à fusil. Alors attendez, on a répondu qu'à moitié, on n'a fait qu'un demi-pas là. Parce que la pierre à fusil, ça c'est pendant la guerre de 1870. Première guerre, on a les fusils Lebel. On n'utilise plus des armes avec les pierres à fusil. Donc ce sont des pierres à fusil, sans aucun doute. Alors, l'enquête nous fait savoir que les soldats français qui ont combattu ici étaient du 262e régiment d'infanterie de Lorient. Ce sont des Bretons. Chez les Bretons, le silex est un porte-bonheur très puissant. Quand on trouve un biface ou une hache polie en Bretagne, eh bien, on l'enterre sous la fondation de la maison. Ça la protège. Et donc, on le sait par le texte que le père ou le grand-père qui avait fait la guerre de 1870 offrait la pierre à fusil, le silex, comme porte-bonheur. Je trouve ça c'était assez sympa de pouvoir révéler des choses comme ça, vous voyez, parce que ça éveille toujours la curiosité. Et bon, en fait, l'archéologie, si c'était trop facile, ça serait pas intéressant. Alors là, pour le coup, là, mystère et boule de gomme. Vous allez voir, alors vous pourrez peut-être m'aider, mais on n'aura pas la réponse aujourd'hui. On se trouve dans la Marne, à Île-sur-Suippe. Faisons la description. Une grande fosse qui est creusée, rectangulaire, paroi droite, dans laquelle on a placé, visiblement qui a été creusée pour qu'on puisse y placer les restes d'un cheval. Les sépultures de chevaux pendant la Première Guerre mondiale, ça n'existe pas. On a des dépotoirs, on pousse les chevaux dans les grands cratères d'obus, mais de creuser, on va dire, une tombe, une sépulture pour un cheval, à notre connaissance, ça ne se fait pas. On sait que le cheval a été abattu parce qu'il a reçu plusieurs éclats d'obus dans la patte droite, donc il n'était plus en capacité de marcher. Il a été abattu. Bon, déjà, ça, rien qu'en soi, c'est quelque chose qui est assez original. Et puis il y a quelques bouteilles, tout le matériel est complet que l'on trouve dedans. C'est pas un dépotoir, c'est pas une poubelle. Et puis on enlève le cheval, parce qu'on s'aperçoit qu'on n'est pas au fond de la fosse. Et il y a comme une deuxième couche. Au fond de la fosse, alors, des gamelles, des bouteilles, il y a un petit bulldog, pardon, pas un bulldog, un dog allemand en zamac. Et exactement au centre de la fosse, il y a un crâne. Alors là, pour le coup, vous allez voir. Un crâne de quoi? Crâne de quoi? Pas de chien, beaucoup, c'est plus gros. Hein. Crâne d'ours. C'est un crâne d'ours. Alors, bon, l'archéologue qui a travaillé sur cet ensemble a vu qu'il y avait, derrière le crâne d'ours, il y avait de grands clous en fer qui étaient encore en place. Visiblement, c'était un crâne qui était accroché à un mur comme un trophée. C'était un trophée. Néanmoins, il reste extrêmement curieux de voir l'agencement de cet ensemble. Vous voyez, on a creusé un trou,
On a déposé d'abord le crâne d'ours avec un certain nombre d'objets utilitaires, notamment aussi un casque à pointe et puis plein de choses comme ça. Et au-dessus, on va y déposer les restes de ce cheval. Ça reste vraiment quelque chose qui est absolument pas documenté dans la littérature de la Première Guerre mondiale. Alors, pour poursuivre assez rapidement, alors, un des autres pans qu'on développe, c'est la vie quotidienne. Là, vous allez me dire encore, il est gonflé l'archéologue. C'est quoi l'intérêt de s'intéresser à des poils de sardines, à du singe, à du cornet de bif et toutes ces choses-là? Eh bien si, c'est 4 ans de guerre en fait. On va pouvoir trouver tous ces dépotoirs. Vous savez que les dépotoirs font le bonheur des archéologues. Dis-moi ce que tu mets dans ta poubelle, je te dirai qui tu es. Et c'est vraiment ça, ça nous donne des informations très éclairantes sur le dynamisme du ravitaillement ou non. Là par exemple, dans cette dépotoir britannique, l'archéologue a pu mettre en évidence qu'ici, ce sont des bêtes de réforme, de la carne, c'était des bêtes qui étaient presque immangeables, qui ont été dégustées ici. Donc ça donne quand même des informations intéressantes. Et il y a aussi tous les aspects de l'adaptation du vaisselier pour le soldat. Alors ici, ces bouteilles à cul d'amphore qui ont été produites pour les soldats, qui permettaient, pour avoir que le soldat ait un peu de confort dans la tranchée, de pouvoir planter sa bouteille dans la tranchée, parce qu'on n'a pas de surface plane dans la tranchée. De la même façon, l'état-major va inventer les bouteilles à billes. Donc elles sont pincées en 3 à 4 endroits. Cette petite bille qui est ici, donc ce sont des bouteilles qui contiennent du soda en fait. Et quand vous l'avez dans le paco puis vous avez couru, si vous l'ouvrez, vous prenez, ça gicle dans la figure. Alors qu'avec cette bille, elle permet de faire un tampon et vous avez une première giclée qui part et puis après vous pouvez boire tranquillement le reste. Ça a été adapté aux conditions de tranchée des soldats. On adapte aussi l'armement. Pour un archéologue, regardez ces armes, ces matraques de tranchée. Vous imaginez un petit peu le retour, parce que très rapidement, l'armement conventionnel ne convient pas. Côté français, le fusil Lebel est haut comme ça, la Rosalie, qui est la baïonnette française, est grande comme ça. En fait, vous avez une lance avec vous. Et c'est absolument pas adapté au dédale des tranchées. Le champ de bataille, il n'y a rien de plat, c'est que des trous pleins d'eau, de boue. Donc, très rapidement, les soldats vont adapter leur armement. On en a retrouvé en fouille. Ici, par exemple, voilà, ça c'est retrouvé en fouille, avec estampillé armée britannique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des ingénieurs qui sont mis quand même autour d'une table en disant, bon, eh bien, écoutez, chef, voilà ce que je propose pour faire, au moins pour donner un peu d'efficacité à nos troupes. Et donc, imaginez quand même, psychologiquement, quand vous montiez à l'assaut comme ça dans les tranchées, avec un casse-tête comme ça, je rappelle quand même le fonctionnement. C'est-à-dire qu'avec ça, avec cette bossette en fer recouverte de boulons, eh bien, vous assommez l'ennemi, et avec cette pointe, vous l'enfoncez dans le cerveau pour l'achever. Les Français vont, eux, très rapidement utiliser ce couteau de tranchée, avec juste un fer à béton, et ils vont l'aplatir pour faire juste un petit piquant, avoir une sorte de poignée de poing américain qui permet d'avoir une bonne prise, c'est-à-dire que si votre main est pleine de sang, pleine de boue, eh bien vous avez toujours la prise et qui permet de piquer efficacement. Voilà, c'est pour l'anecdote. Je vous rappelle quand même qu'on a réinventé la catapulte pour envoyer des grenades de l'autre côté de la tranchée. Une guerre d'un autre temps. Alors très rapidement sur aussi ce que disait Nathan tout à l'heure, des notions patrimoniales, c'est-à-dire ce patrimoine en voie de disparition. Regardez ça, j'ai pris cette photo il y a une dizaine d'années, j'en ai pas vu d'autres de ces huttes niçaines depuis. Elles sont complètement, je crois qu'elles sont toutes disparues. Et bien sûr, les agriculteurs s'en servaient pour mettre leurs outillages ou de faire paître les moutons. Mais regardez quand c'était neuf, c'était des petits pour les sous-officiers ou les troupes britanniques. Il aurait été peut-être judicieux d'en conserver quelques-unes pour mémoire. De la même façon, on parle souvent du mur de l'Atlantique, tous ces blocos du mur de l'Atlantique, on ne parle jamais de la ligne d'Hindenburg, tous ces blocos qui se font exploser tous les ans dans nos régions. Je vais vous en montrer quelques illustrations. Voilà à quoi ressemble un blocos aujourd'hui dans la campagne picarde. Bon, l'agriculteur, il ne l'enlève pas parce que ça lui prendrait trop d'énergie, il les laisse comme ça. Donc ça, c'est un petit diagnostic que je fais à un chien en Artois. C'est moi sur la photo, je ne devrais pas le dire, parce que vraiment, je n'avais pas le droit, parce que j'aurais dû être un peu plus en sécurité au niveau de l'aplomb de la fosse. Mais ce diagnostic est négatif en termes de vestiges archéologiques anciens. Uniquement ce blocos qui avait été trouvé, donc moi j'avais quand même fait un minimum de renseignements, un peu de relevé, un peu de photogrammétrie, et je repasse à peine un mois plus tard pour compléter des relevés, et voilà, je veux dire, il n'y a rien qui a été. Vous voyez, on avait un blocos complet qui sont
détruites dans le cadre des travaux. Alors bien sûr, je ne suis pas Don Quichotte, je ne dis pas il faut sauver et préserver tous les blocos sur 600 km de long, mais peut-être quelques-uns, ça serait quand même peut-être un peu judicieux. Alors qu'on est dans une époque de commémoration, eh bien on détruit ces vestiges tous les jours. Alors pour finir, je vais vous présenter Déborah, qui est un tank femelle, Mark IV, qu'on a fouillé il y a quelques années. Alors il y avait des tanks femelles et des tanks mâles. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait la différence? Comment? Allez-y, allez-y. Pas le côté rond. Non, non. Vous pensez à cette poésie militaire. Qu'est-ce qui peut différencier d'un tank mâle d'un tank femelle? Le canon, l'attribut phallique qui lui manque. Donc là, le tank femelle n'a pas la tourelle et le canon, donc c'est un tank femelle. Voilà. Donc ces tanks en fait étaient utilisés surtout pour écraser les lignes de barbelés et que les soldats puissent avancer, progresser à l'abri du tank. J'ai rencontré il y a quelques années Philippe Gorzinski, qui est un fou de tank. Quand je vous dis qu'il est un fou de tank, ça fait 35 ans qu'il ne pense, qu'il ne vit, toute sa vie il la consacre au tank. Vous ne pouvez pas aller chez lui, vous ne pouvez pas mettre un pied par terre sans, il y a des chenilles, il y a des morceaux de canon, des tenues de tankistes partout. C'est un grand collectionneur, c'est un restaurateur. Sur eBay, son surnom c'est le gros. C'est-à-dire que quand il y a une photo d'un tank, vous savez, moi je n'achète pas sur eBay, vous connaissez le principe. On met 5 euros, un autre va mettre 5,50 €. Lui, il voit un truc qui est à 5 euros, il met 500 € tout de suite. Vous voyez, il veut, c'est le gros. Personne ne lutte contre Gorzinski quand il a décidé d'avoir une photo ou une carte postale d'un tank. De la bataille de Cambrai, attention, il est très... Donc il a mis 30 ans, son rêve, c'était de fouiller un tank. Alors il faut dire que c'est presque impossible, parce qu'à l'issue des combats, les tanks sont restés sur le champ de bataille et ont été ferraillés après-guerre. Les ferrailleurs venaient prélever, venaient se servir, ça fait 30 tonnes, hein, un joujou comme ça. Hein. Donc il y avait de la matière à prendre. Donc de trouver des tanks complets, des tanks Mark IV comme ça, il n'y en a que 2 dans les musées. Il y en a un qui est en Australie et un en Angleterre. En plus, ils ont été rafistolés après-guerre, un peu restaurés. Donc dans son jus, personne ne connaissait, n'avait de vue sur un tank Mark IV complet. Alors Gorzinski arrive à force d'enquête, à trouver donc un épisode qui se passe à Fléquières, dans le Nord, où des Allemands étaient affairés à creuser un trou pour installer un blocos, justement. La bataille de Cambrai s'engage, et dans ce secteur-là, les Britanniques prennent une pilée et sont repoussés. Les tanks sont restés sur le champ de bataille, et les Allemands vont avoir l'idée de pousser un tank dans le trou qu'ils avaient fait creuser pour le blocos, pour s'en servir eux-mêmes comme un blocos, Ça, c'était l'histoire. Donc, on recherche. Alors, il fallait d'abord le repérer. Alors, on a fait des campagnes des géophysiques avec des appareils les plus sophistiqués que possible. Et, au bout de plusieurs mois, on a localisé la fosse et on a redécouvert ce grand creusement qui avait été fait par les Allemands. Et au fond, effectivement, gisait ce tank. Voilà, en cours de dégagement. Gros problème parce que un bébé de 30 tonnes comme ça, dont toute la terre, tout le sédiment est entré partout, phénomène de succion, on était dans l'incapacité de le soulever. Donc l'armée britannique a acheminé 2 grues qui sont traversées la Manche, et en France on n'avait pas les machines nécessaires. L'armée britannique nous a acheminé les deux pelles qui nous ont permis d'en l'enlever. Alors, pour être sûr qu'on parle bien de la même personne, c'est-à-dire de Déborah, voici le cliché d'époque. Ce tank avait reçu un obus, donc on voit très bien le découpage dans la carlingue, enfin dans la paroi, qui est exactement le même ici. Donc on est bien sur le même vestige. Ça c'est le capitaine, il faut 8 hommes pour faire avancer une machine comme ça. Alors pourquoi Déborah? C'est parce que tous les tanks sont rattachés à des unités. Donc là on était sur l'unité D51. Et donc après, chaque tank reçoit un nom de baptême, comme les avions. Et donc là, comme on est sur des tanks femelles, chaque tank avait un nom féminin. Donc on est ici sur le tank Déborah, sans aucun doute. Et si un jour vous vous promenez dans le secteur de Fléquières, parce que Philippe Gorzinski, il s'est retrouvé avec un tank de 30 tonnes au bout de la pelle mécanique. Il fallait bien le poser quelque part. Donc il a acheté une grange, il a fait un crédit, il a fait démonter la toiture, il a posé le tank, il a remis la toiture, et ensuite il a créé un musée
des défenseurs de Déborah. Donc ce sont des visites privées, il suffit de prendre rendez-vous, et c'est vraiment tout à fait cocasse. Ce sont des gens qui sont lunaires, mais extrêmement bavards sur la question du tank. Si un jour vous passez dans le secteur, ne vous privez pas de cette visite, c'est quelque chose qui est très, très appréciable. Voilà, écoutez, j'en ai fini. Si jamais vous voulez en savoir plus, comme dirait l'autre, eh bien, il y a cet ouvrage qui vient d'être réédité avec une nouvelle couverture, une nouvelle réédition, qui est traduit en anglais, qui a un beau succès d'édition, comme dirait l'autre. Ah ben merci, Nathan qui est là. Et donc qui a été signé de deux de mes collègues, Yves Desfossés, qui est conservateur régional en Champagne-Ardenne, et Alain Jacques, qui est le directeur du service archéologique de la ville d'Arras, et moi-même. Et on a essayé de... En fait, c'est la première fois où des archéologues ont posé le problème suivant: est-ce qu'il y avait un intérêt ou pas à fouiller les vestiges de la Première Guerre mondiale? Donc, en résumé, c'est ce que je viens de vous montrer. Comment? À Fléquières. 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 F-L-E-S-Q-U-I-R-E-S. C'est le nord. Secteur de Cambrai. Cambrai. Tant que Déborah, Marcat, Cambrai, vous trouverez sur Internet en croisant quelques mots-clés comme ça. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu qu'il y avait un petit intérêt à s'intéresser à ces vestiges. C'est une archéologie naissante, naturellement, et j'espère voilà, que ça aura retenu votre attention et que vous n'aurez pas perdu votre temps en écoutant mes bavardages. Voilà, merci beaucoup. Gilles, je suis sûr que vous avez des questions à me poser, et donc je vous invite à le faire. Là. Plus fort, s'il vous plaît, comme ça. Oui. Ah non, les soldats ont toutes des plaques. C'est le matériau, les dimensions vont changer au fur et à mesure, du conflit. Les Allemands vont utiliser des plaques sécables. C'est-à-dire que quand on récupère, elles se cassent, elles sont en pointillés, et puis on en laisse une moitié sur le corps du soldat mort, et on en récupère une moitié. Vous voyez, des adaptations, des ajustements. Oui, 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 oui. Oui, ça existe. Donc, dès la Première Guerre, on fait ça, quoi. Oui, 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 assurément. Après, je vous dis, côté britannique, en début de guerre, les 2 premières années, ils utilisent des plaques en carton bouilli. Alors, une journée sous la flotte et sous le froid, elles ont fondu, quoi, complètement. Hein, donc, on identifie assez peu de soldats que l'on retrouve. C'est à peine peut-être 2 ou 3% seulement de soldats que l'on trouve, de restes de soldats que l'on trouve, à qui on va pouvoir donner un nom. Comment? Il y en a? Ah oui. Alors, à condition qu'on soit sûr que la plaque soit bien posée sur le bon corps. Et là, ça devient compliqué quand vous avez un enchevêtrement de corps. Vous voyez, quand la médaille a pu glisser et sur l'autre, alors parfois on est. Enfin, oui, tout à fait, monsieur. Est-ce qu'en parallèle, excusez-moi, est-ce qu'en parallèle avec votre activité, vous avez aussi des aides de l'armée portugaise, de l'armée britannique, de l'armée allemande? Alors, pour les fouilles, alors, on est sur le territoire français, donc les fouilles sont faites sous l'autorité des services de l'État français. Il y a quelques associations anglaises, australiennes, qui ont entrepris des fouilles. Je vous avoue qu'il y a parfois des problèmes avec ces interventions, parce que, comment vous dire, les Britanniques, quand ils interviennent sur le territoire français et quand ils ont l'autorisation de le faire, ils sont d'un seul coup chez eux. Hein, et vous n'avez plus le droit de rentrer, vous n'avez le droit à aucun accès à l'information. Alors c'est un petit peu gênant. Alors que nous, on serait les premiers prêts à jeter des ponts de collaboration et de partenariat, sans aucun problème. On a des petits soucis. On a eu un problème à Fromelles, notamment dans le cadre d'un charnier australien qui n'est pas encore sans poser de soucis. Sinon, alors côté allemand, c'est très curieux, mais ça se comprend, c'est extrêmement tabou. On devait faire traduire cet ouvrage en allemand, on l'avait proposé, ça nous tenait à cœur.
pourquoi s'arrêter qu'à l'anglais? Eh bien, il y a eu un audit qui a été fait, et puis l'édition Ouest France disait qu'il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de demande là-bas. Il y a encore c'est tellement tabou encore. La Première et la Seconde Guerre mondiale sont tellement liées qu'ils ont assez ils ont un peu d'intérêt à l'intérêt scientifique archéologique de cette ils n'ont pas encore fait le deuil de la Seconde Guerre. C'est vraiment d'ailleurs c'est très touchant quand on a des contacts avec des collègues allemands, on sent qu'il y a beaucoup de réserves. Le côté portugais, comme il y a des milliers qui sont restés Oui, là-bas. il y a aucune équipe d'archéologues portugais ne s'est intéressée, mais à ma connaissance, on n'a jamais découvert le reste d'un soldat portugais. Mais il doit y en avoir forcément. Sur les 700 000. Je fais juste un point d'information pour vous dire que j'aurais dû dire ça avant, donc vous montrer l'école des chartes, comme vous savez peut-être, une institution qui a participé, dont les élèves et les enseignants ont participé à la Première Guerre mondiale de façon extrêmement forte. Et donc l'école des chartes fait partie des rares institutions qui ont reçu une légion d'honneur collective institutionnelle suite à la guerre. Vous allez pouvoir en sortant vers la gauche voir à la fois les plaques dont vous parlez, madame, de soldats et toutes sortes de mémorabilles autour de cette le deuxième point, peut-être que suite à ce que tu viens de dire, Gilles, c'est peut-être en Allemagne, effectivement, il y a des réticences ou des conceptions un peu différentes. Il ne faut pas oublier que à ça s'ajoute une approche archéologique différente. C'est-à-dire l'idée qu'il y a une archéologie de la guerre et que les vestiges constituent des sources historiques qui peuvent répondre à des questions que l'historien qui peuvent en susciter des nouvelles, c'est surtout ça. C'est une idée relativement récente. Ça fait pas une génération, c'est depuis la fin des années 90. C'est tout à fait. Autant en France que dans le monde anglo-saxon, que l'on fait une archéologie des périodes modernes et contemporaines. On considère que, de savoir l'expertise pour les archéologues avec la dimension temporelle, la dimension matérielle, peut s'appliquer, comme tu disais, c'est une couche parmi d'autres. Oui. Et reconnaître que c'est une couche parmi d'autres, c'est un pas très important qui a été franchi par les historiens, les archéologues, tout à fait récemment. Mais c'est en essor. Ça se développe. Le week-end prochain, je pars à Skopje, en République de Macédoine, à l'invitation de l'ambassade de France, qui essaie de monter un groupe de travail sur le front d'Orient. Comment appréhender le front d'Orient à travers l'archéologie et la documentation des vestiges. Donc ça bouge quand même. Bien entendu, l'effet centenaire y est pour beaucoup, forcément, parce que tout le monde essaie d'avoir aussi, de montrer qu'il y a un investissement ou un intérêt sur son propre territoire. Mais ça bouge, mais moi je suis le premier à prôner pour. Oui, c'est une archéologie, à mon sens, comme une autre, mais elle peut être dangereuse, donc il faut évacuer, il faut être blindé, cadré sur tous les aspects de la sécurité, et c'est une archéologie qui ne peut être que sélective. C'est-à-dire que la grande majorité des vestiges que l'on va trouver, ce sont des trous d'obus. Il n'y a pas d'intérêt à fouiller un trou d'obus, à part découvrir des morceaux de métal. Vous voyez, donc il faut savoir reconnaître les vestiges, les sélectionner, et ne réserver que ceux qui peuvent présenter un intérêt sur soit la gestion de la mort de masse, soit la vie quotidienne ou le quotidien de la vie de ces soldats, l'artisanat tranché, on a trouvé des choses qui s'apparentent au loisir des combattants. Je travaille actuellement sur un projet sur les graffitis qui sont laissés dans les souterrains ou dans les carrières, qui livrent des informations exceptionnelles sur la vie de ces soldats. Donc voilà, il faut savoir sélectionner, on ne peut pas tout fouiller parce que... En même temps, c'est dans le cas de l'archéologie préventive que est l'archéologie... né. Donc l'archéologie préventive qui insiste, comme vous savez très bien, que tout projet d'aménagement et toute menace potentielle sur le patrimoine doit précéder d'un travail d'archéologue qui identifie, évalue et éventuellement met en valeur ces vestiges avant qu'ils ne soient avant qu'ils ne disparaissent. Il faut l'archéologie préventive et une nouvelle conception historique pour donner sens à cette archéologie de la Première Guerre. Et le grand tournant, c'est 2013, il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans. Aurélie Filippetti, quand elle était ministre de la Culture, s'est prononcée sur l'intérêt qu'avaient les vestiges de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils appartenaient au patrimoine français et qui devaient faire l'objet de toutes les attentions comme tout vestige archéologique. Donc pour nous, la messe était dite, la patronne avait parlé, et ça permettait un petit peu de calmer un petit peu les clivages, parce que ce que je vous disais tout à l'heure, et bon, ça demi-mot, mais non, il y a des pans entiers, des franges d'archéologues qui considèrent que c'est une perte de temps complet
qu'on n'a pas on n'a pas à s'intéresser à ces vestiges récents qui ne présentent aucun intérêt. C'est du journalisme simplement parce qu'on connaît tellement tant de choses sur la Première Guerre mondiale. Mais ce que j'essayais de vous montrer, c'est que quand on lève la couverture, il y a encore plein de choses en dessous, et puis qui est parfois un petit peu en distorsion avec le texte. Mademoiselle ? Oui, programmée, oui. Alors quelques-unes, oui, tout à fait. Ben, il y a quelques mois, l'INRAP a fouillé à Boultes-sur-Suippe. Alors c'est un cas, vraiment un cas de figure super intéressant. On est dans le cadre d'un déplacement d'un cimetière allemand. Donc, cimetière allemand pendant la Première Guerre, on est en zone allemande. 500 tombes qui étaient là, on a les photographies, on a les cérémonies funéraires, et tout ça. À quoi bon les fouiller ça? Après-guerre, dans les années 24-25, le propriétaire des lieux veut récupérer la terre que les Boches, je reprends son expression, lui avaient pris, et donc on va exhumer, on va enlever les corps des soldats allemands pour les mettre dans un autre cimetière. L'idée de la prescription archéologique par le service de l'État, c'était de voir comment le vainqueur va, comment va-t-il procéder sur les restes du vaincu, en gros. Qu'est-ce qu'on va trouver? Comment ces exhumateurs, qui ne sont pas des archéologues et des anthropologues, comment vont-ils prélever ces corps? Quelle va être la chaîne opératoire? Et là où on pensait trouver peut-être une phalange par-ci par-là, quelques boutons d'uniforme qui auraient été oubliés, ah non, c'est des dizaines et des dizaines de corps qui ont été laissés en place. Bien souvent, en fait, les exhumateurs prélevaient le crâne, arrachaient un bras, une jambe et mettaient ça dans un sac, et tout le reste des corps était laissé en plan. Donc là, pour le coup, on a un exercice de style sociologique qui est extrêmement intéressant et qui a fait l'objet donc d'une prescription de fouilles spécifiquement sur la Première Guerre mondiale. Donc oui, il y a des prescriptions. Alors plutôt quand on est en zone arrière, les zones de première ligne, parce que le premier rang, c'est la dangerosité, reste quelque chose qui est difficile à appréhender. Voilà. Madame. Oui. Ah, ce sont des coupes. Alors, c'est marrant parce que j'avais préparé 4 slides au départ, puis je me dis, Gilles, tu dois être bavard, tu dois te tenir dans ton ordre de propos, et donc c'est toujours ma préoccupation. Donc je les ai enlevés. Et je voulais vous montrer que, eh bien, quelque chose de surprenant, c'est que des archéologues ont fait des observations archéologiques pendant la guerre. D'accord? Alors si vous consultez les mémoires de la SPF, de la Société préhistorique française, de 1914, 1915, 16, 17 et 18, vous aurez des comptes rendus incroyables, notamment le docteur Trassagnac, qui montre des planches de matériel qu'il avait trouvées. Il y raconte qu'entre 2 opérations, pour se vider un petit peu la tête, il va gratter les tranchées, les coupes des tranchées, et puis il récupère des pointes de silex, des fibules en fer. Mais bien sûr, pour raison au secret défense, il ne peut pas donner la localisation. Côté allemand, comment? Alors, ça m'est arrivé, alors une fois, c'est une petite anecdote, mais à Erleville, dans la Somme, on était en train de décaper une tranchée de la Première Guerre mondiale, et dans le sommet de la tranchée, je trouve des ensembles de céramique de la Taine ancienne, 5e siècle avant, des petites écuelles carénées qui sont caractéristiques. Alors, il y avait un petit souci, et en fait, donc, du coup, on a gratté la tranchée, et la tranchée, elle est passée pile poil dans un silo, dans un grand silo de la Taine ancienne, et on en a juste retrouvé un petit lambeau, donc du coup, en creusant dans ce silo, ils ont rabattu la terre juste à l'aplomb de la tranchée, puis à la fin de la guerre, on a repoussé le sédiment dans la tranchée, donc du coup, c'est encore une stratigraphie inversée, mais on peut retrouver du matériel archéologique dans la tranchée, effectivement. Bien sûr, cet élément, il y a une science de guerre, la science de guerre, donc approchée à l'école normale supérieure, où on voit comment, pendant 4 ans, justement, notamment le Richard, un peu partout, qui se retrouvent enfermés, mais aussi en contact, notamment à un aspect ethnologique et anthropologique, avec des populations diverses. Donc, récolte de folklore, de récits, qui sont faits par des sous-officiers avec leur soldats, la sorte de guerre, et donc l'archéologie. Il y a eu Montbignard aussi qui a pu faire des choses. Il y a toute une gamme de chercheurs qui, c'est très intéressant à voir, comment est-ce que cette science, ce savoir sur le paléolithique, est en rapport avec ces conditions d'existence extrêmement difficiles. Oui. Alors pour poursuivre quand même le propos de l'archéologie dans les tranchées, je vous ai dit côté français c'est plutôt un petit peu opportuniste, c'est pas très organisé. Côté allemand, c'est très surprenant. Parce qu'on sait que pendant la Seconde Guerre mondiale,
le parti nazi a développé des programmes archéologiques un peu partout sur la Terre pour justifier de leur implantation, de l'implantation germanique. Donc des cimetières mérovingiens ont été fouillés et d'autres sites. Pendant la Première Guerre mondiale, on le sait un peu moins, eh bien, il y avait un département qui s'appelle le Kunstschutz qui était rattaché aux affaires du patrimoine et des vestiges archéologiques. On a un cas de figure à Bussy-le-Long dans l'Aisne, où, en creusant les tranchées, alors tous les officiers supérieurs avaient comme consigne de prêter une attention aux vestiges archéologiques qui étaient rencontrés lorsqu'on creusait les tranchées. Donc un lieutenant, Peltman, trouve des torques en bronze, et il les amène donc à l'officier supérieur. On voit tout de suite l'intérêt archéologique, ça remonte à Berlin, et on dépêche un jeune étudiant d'histoire de l'art et d'archéologie qui s'appelait Niegmann, et qui va entreprendre des fouilles archéologiques sous le feu de l'ennemi, c'est-à-dire qu'ils vont faire un décapage. Ils vont fouiller 25 tombes. Les Français, du haut du ballon dirigeable, pensaient qu'ils étaient en train de préparer une plateforme d'artillerie. Donc on a le plan des fouilles, le plan de chaque sépulture. On a le mobilier, alors qui était parti à Berlin, qui a été récupéré par les Russes pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était reparti à Moscou, et on a récupéré en France, à Bussy-le-Long, je crois que c'est en 2000-2001, quelque chose comme ça, le mobilier. Il y avait des archéologues qui faisaient des fouilles pendant la Première Guerre mondiale, sans aucune autorisation de l'État, un peu clandestin. Voilà. Bonjour, madame. Dernière question. Est-ce que pendant vos recherches pour ça, vous avez retrouvé des vestiges de la Deuxième Guerre mondiale? Très peu. Très peu. Parce que la grande différence, c'est que la Première Guerre mondiale, c'est une guerre où on va s'enterrer. Et donc les traces, elles sont là. La Deuxième Guerre mondiale, on bouge beaucoup plus. On trouve quelques vestiges, quelques dépotoirs, mais c'est vraiment très à la marge. Très à la marge. Voilà. Oh. Dernière. D'Alain Fournier. Oui, c'est vrai. J'aurais pu commencer aussi par ça, par rapport à l'origine de cette archéologie, dans les années 90, poussée par une association qui souhaitait, défenseur d'Alain Fournier, l'auteur du Grand Maulne. Une opération d'archéologie avait été décidée, mais le ministère tutelle de la Culture à ce moment-là et de l'Armée était bien embêté pour savoir qui pourrait prendre en charge. Alors, médecins légistes, et non, on s'est tourné vers des archéologues. Donc ça a été le premier point, le premier pas que les archéologues ont franchi dans cette archéologie de la Grande Guerre. Donc c'est Frédéric Adam, un collègue de l'INRAP, qui a fouillé cette sépulture, et c'était vraiment, oui, un premier point, le point de départ qui nous a commencé à nous faire réfléchir sur cet intérêt de l'anthropologie funéraire, parce que là, il a fait un travail remarquable, il a beaucoup de publications, mais je vous conseille, il a publié un ouvrage monographique sur sa fouille, sur la sépulture d'Alain Fournier, qu'il a localisé d'ailleurs. Et oui, effectivement, ça a été un point de départ dans les années 90. Mais depuis quelques années déjà, dans la Rajoie, on travaillait également plus en sous-marin, moins à la lumière des projecteurs, mais on le faisait déjà. Voilà. Merci, Merci beaucoup. Merci à vous.